Raphaël Branche. Madame Raphaël Branche est professeure d'histoire contemporaine à Paris-Nanterre. D'abord, excusez du peu. Ensuite, elle est membre de l'Institut des sciences sociales et politiques. Elle est une ancienne rédactrice en chef de la revue du XXe siècle. Elle est membre du Conseil supérieur des archives jusqu'en 2019. Elle est présidente de l'Association des historiens contemporains de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est à elle qu'on s'est adressé pour aujourd'hui l'écouter. Elle est aussi, il faut le dire, la directrice de thèse de l'historien qui a fait en 2006 la première conférence à l'invitation du collectif sur la nuit des paras, Lucas Hart, et qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est évidemment, c'est politique, je m'excuse, Raphaël Branche, de vous présenter comme ça, mais de vous utiliser politiquement aussi, mais en même temps, il faut répondre. Voilà, on va parler aujourd'hui d'un livre qui s'appelle, voilà, c'est un gros livre que vous pouvez trouver donc au stand. On remercie évidemment la librairie du Tour du Monde de pouvoir nous présenter un stand avec tous les livres de Raphaël Branche. Vous pourrez tout à l'heure évidemment lui demander une signature si vous voulez après notre entretien. L'entretien va se passer de deux façons. Premièrement, quelques questions que je vais poser à Raphaël, mais ça sera plutôt une discussion à bâton rompu. C'est pas du tout quelque chose d'académique que nous voulons faire, même si j'ai rappelé tous ces titres-là, peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment qu'est-ce qui a été fait dans cette recherche et comment Raphaël Branche a parlé de ces appelés qui sont partis en Algérie, faire une guerre dont on leur disait que ce n'était pas une guerre, que c'était leur service militaire, et qui sont rentrés ensuite et qui n'ont pas forcément parlé de ce qu'ils avaient vécu là-bas. Le sous-titre s'appelle « Une enquête sur un silence familial ». C'est pour vous dire à quel point, pour parler du silence, il faut faire 600 pages. Alors, évidemment, c'est important de dire, mais pourquoi il y a eu un silence? Comment il y a eu un silence? Et moi, personnellement, c'est en lecteur très particulier, un vicum pecus, que je vais discuter avec Madame Branche, parce que je suis pas un universitaire, je suis simplement un pied noir. Un pied noir qui est rentré d'Algérie en 1964. Donc, tout ce dont parle Raphaël Branche dans son livre, ça me touche particulièrement, mais au même titre que de nombreux Français ici, nombreux Algériens, nombreux pieds noirs, des harkis, qui ont vécu et qui sont encore complètement sensibilisés par cette matière-là, ô combien sensible. Pourquoi? Parce que ça parle de nous, de nos souffrances. Le nombre d'appels a été incroyable, et évidemment, c'est à partir de là que je vais m'entretenir avec Raphaël Branche, si elle veut bien. Elle veut bien. Elle veut bien. Voilà, alors je vous approche ça. Ensuite, après l'entretien, évidemment, je passerai la parole à la salle pour que vous puissiez aussi poser vos questions, amener des témoignages, etc. Et ensuite, vous pourrez vous rendre à la séance de signature des livres, si vous le voulez. Alors, la première question pour amorcer, disons, cette discussion, moi, ce qui m'a complètement intéressé d'abord en lisant le livre, c'est que je me suis aperçu, alors je parlais de la souffrance à l'instant, le grand thème que j'ai, à mes yeux, dans ma lecture de ce livre-là, c'est à quel point la parole ne se délivrait pas, c'est pour ça qu'il y a silence, c'est un des thèmes de ce livre énorme, cette enquête énorme. La parole ne se déploie pas si elle n'est pas attendue. On ne parle pas à des gens qui ne veulent pas écouter. Pourquoi les Français n'ont pas voulu écouter? Pourquoi les Français n'ont pas tendu l'oreille?
quelques-uns l'ont fait, bien sûr. Hein. Et à partir de là, comment ça s'est mis en place? Et j'ai lu le livre comme une espèce de réparation, comme une espèce de moment de très grande empathie avec ces familles qui ont vécu ce drame algérien de leur point de vue, du point de vue des familles d'appelés, avec ces appelés. Il y a tellement de témoignages d'appelés à l'intérieur du livre qui sont reproduits, qui arrivent. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous avez fait un livre de réparation, d'empathie d'abord. Après, il y a toute une matière énorme, hein, comme je le dis, c'est une enquête énorme. Mais ce que j'ai lu, c'est ça. C'est d'abord, vous avez écouté et, en quelque sorte, vous êtes substitué à ce manque d'écoute qu'il y a eu à l'époque. En tout cas, c'est très touchant ce que vous dites là. Je sais pas. Je sais pas, mais je vais parler plus fort, c'est ça? Vous m'entendez pas? Je prends... Là, c'est beaucoup mieux. Voilà. C'est beaucoup mieux. Alors, avant de vous répondre, bonjour, bonsoir à tous et toutes, et merci à Selima pour cette invitation. Je voulais juste... je suis très heureuse que vous ayez évoqué le nom de Lucas Hart, qui effectivement a fait sa thèse en co-direction avec moi. Quand j'ai été contactée par le collectif il y a 5 ans, Lucas était en train de finir sa thèse et il a travaillé sur les Algériens dans la région, en fait, de 1945 à 1962, et il a les découvert à la nuit des paras à l'occasion de sa recherche de thèse. Et donc c'est arrivé pour lui à un moment où il avait acquis, sa recherche était finie, et vous, c'est-à-dire la société dans laquelle l'événement historique s'était passé, s'intéressait à son objet. C'était un jeune, enfin c'est toujours un jeune homme, et ça c'était une espèce de conflagration, hein, voilà, pour lui, de se dire ah mais ce que je fais, je croyais que ça intéresserait juste ma directrice de thèse et 3 personnes et mes parents, et puis en fait il y avait des gens que ça intéressait à Metz. Ça a été une expérience très forte pour lui, je le sais, et il a touché du doigt là ce que moi je touche depuis le début de ma recherche par mes objets, c'est-à-dire que les objets sur lesquels je choisis de travailler sont sensibles, au sens où ils touchent la sensibilité de beaucoup de gens. Et c'est un choix de ma part de le faire pour avoir la chance de pouvoir rencontrer les gens. Moi, je fais ce qu'on appelle de l'histoire du temps présent, c'est-à-dire, c'est pas simplement de l'histoire contemporaine, c'est de l'histoire qui s'écrit. La caractéristique de cette histoire-là, c'est qu'elle s'écrit alors que les gens qui l'ont vécue sont toujours vivants. Donc c'est une histoire dont le curseur avance avec le temps. L'histoire du temps présent, quand j'ai commencé à en faire, c'était les années 20, les années 30. Oui. Et puis maintenant, c'est plus l'histoire du temps présent, les années 20, les années 30. Voilà. Donc ça avance comme ça. Et donc en travaillant depuis 25 ans maintenant sur la guerre d'Algérie, j'ai toujours travaillé avec les témoins. Et ayant toujours travaillé sur des questions militaires, j'ai plutôt travaillé avec les hommes. Et pour ce livre, la focale a complètement changé pour moi, puisqu'il s'agissait de travailler sur les familles, et donc les femmes. Les hommes, bien sûr, et les femmes. Donc les hommes et leurs femmes, les hommes et leurs sœurs, et leurs frères, et leurs filles, et leurs fils. Et donc tout le projet, il était évidemment empathique, parce que quand on travaille avec des humains, si on n'est pas empathique, je ne sais pas ce qu'on est, mais donc bien sûr qu'il était... Mais c'est pour faire de l'histoire. Donc c'est le sens de la rencontre, il est de rechercher à écrire au plus près possible de ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça le travail de l'histoire, c'est la vérité comme horizon, et on essaye d'étendre le mieux possible avec le plus de sources possibles, sans écarter les sources qui vous déplaisent, parce que sinon c'est pas de l'histoire, c'est autre chose. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire, et donc pour répondre à votre question, je suis partie du constat que j'avais depuis que je travaille sur ces questions sur la guerre d'Algérie, le constat qui était que très fréquemment, quand vous êtes une historienne et que vous dites à quelqu'un en France que vous travaillez sur la guerre d'Algérie, on vous répond « Ah, mais moi je connais quelqu'un qui l'a faite, mais il n'en a jamais parlé. » C'était en général en 2 temps. Quand c'était « je connais quelqu'un », c'était « il n'en a jamais parlé ». Ou il en a très peu parlé, ou il n'en parle jamais, ou c'est toujours... Il y avait toujours cette idée que les hommes qui ont fait cette guerre n'en ont jamais parlé. Donc à un moment, quand on est historienne, la récurrence d'une affirmation questionne. C'est-à-dire que c'est plus une histoire individuelle. Ça devient peut-être une histoire collective. Et si ça devient une histoire collective, c'est une histoire qui intéresse l'histoire.
Et à partir de là, je me suis demandé si ça ne pouvait pas être un sujet d'histoire. Ils n'en ont jamais parlé. C'est-à-dire pas le silence, mais les proches qui disent « ils n'en ont jamais parlé ». Donc c'était tout de suite les familles qui m'intéressaient, de comprendre ce qui s'était passé dans les familles. Et donc pour aller au cœur de ce que vous avez dit, oui, ce que je crois, c'est que le silence n'est pas le résultat d'une expérience. Le silence n'est pas l'unique résultat d'une expérience. Parce qu'une expérience peut donner plein d'autres choses que du silence, mais surtout parce que ce qui explique le silence, ce n'est pas l'expérience. On a souvent cette tendance à voir les choses comme ça. Je vis quelque chose de traumatisant, je vis quelque chose de dur, je n'en parle pas. Voilà, on vous raconte les choses comme ça. Voilà. Et donc c'est l'expérience qui expliquerait le silence. Moi, ce que je dis, c'est que si on voit les choses comme ça, on passe à côté de ce qui se joue dans la communication. Le silence, c'est une forme de communication. Le silence, c'est « je ne dis pas ». Le silence, c'est « je ne remplis pas par des mots, mais je remplis par autre chose ». Un acte de transmission. Et donc, cette autre chose, il se fait avec des gens. On n'est pas silencieux tout seul dans sa chambre, c'est pas du tout la même nature de silence. Le silence dont on parle là, c'est un mode de transmission. Et donc, si on se contente de dire il y a une expérience qui donne du silence, comme une espèce de loi, je ne sais pas de quel ordre, psychologique, il me semblait qu'on passait à côté d'un élément essentiel qui était à qui je raconterais. À qui, moi, à qui c'est arrivé, je raconterais. Et à partir de là, la question, elle interrogeait les groupes. C'est-à-dire l'homme dans son groupe. Donc son groupe, en l'occurrence celui que moi j'ai choisi, sa famille. On aurait pu choisir le groupe d'amis, le groupe de collègues, le groupe d'anciens combattants, voilà. Mais le groupe familial, pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir si vous voulez, c'était celui que j'ai privilégié. Et ce groupe-là, il évolue dans le temps. Évidemment, on n'a pas les mêmes relations avec son père quand on a 5 ans, quand on a 15 ans, quand on a 45 ans. Et donc, les modalités de la communication changent. Et donc, il n'en a jamais parlé comme une espèce d'absolu, ben il se fragmente, en fait. Il se fragmente temporellement. Et donc, on dit temporellement, je ne suis pas sûre, dans le temps. Ce qui fait que le livre traite 80 ans d'histoire, en fait, puisqu'il va jusqu'à nos jours, jusqu'à la veille de l'écriture. Et puis, il commence, en fait, à l'enfance des hommes, de leurs frères et de leurs sœurs. Donc ça, je peux y revenir si vous voulez. Parce qu'il me semblait que pour comprendre le silence, il fallait comme je l'ai dit, je pense qu'il ne faut pas partir de l'événement uniquement pour le comprendre. Bien sûr que l'événement joue. La nature de l'événement joue. Mais pour avoir travaillé dans mes travaux précédents sur des choses compliquées, par exemple, j'ai travaillé sur la captivité des soldats faits prisonniers du FLN. J'ai rencontré ces hommes, j'ai rencontré leurs femmes. Je sais bien qu'un même événement ne donne pas la même chose. Par exemple, des hommes qui ont été capturés ensemble par le FLN, qui ont fait, je sais pas, 14 mois en captivité ensemble, ben, juste, ça ne donne pas la même chose, ça ne donne pas la même transmission. Donc, ce n'est pas que l'événement. C'est l'événement tel qu'il est perçu, tel qu'il est reçu, et tel qu'il peut être entendu. Donc ça, c'était le premier élément, prendre le silence dans sa dimension communicationnelle, pour dire les choses un peu avec un mot très moche. Et l'autre élément, si je garde encore la parole, c'est oui. L'autre élément, c'est voir les choses comme ça, c'est voir les choses par la fin. C'est-à-dire, mon frère, mon père, mon fils revient d'Algérie et il ne parle pas. Ou il fait des cauchemars, ou il a des comportements pas comme d'habitude, etc. Ou, bon, pendant un mois ça a été, puis après, bon, heureusement, ça a été, il a repris sa vie, etc. Bref. Mais ça commence toujours le récit par l'homme de la famille rentre d'Algérie. Et moi, je dis, en fait, on ne comprend pas si on regarde juste là. Si on met le curseur du temps au moment du retour, ce que je voulais faire au départ, je voulais travailler sur le retour. Mon projet s'appelait le retour. Si on commence au retour, il manque des éléments pour comprendre. Donc j'ai bougé complètement le curseur du temps, et la recherche commence dans les années 30. Dans les années 30, pourquoi ? Parce que je commence avec la naissance de ces hommes, et de leurs sœurs, de leurs frères, pour comprendre, en fait, pour dire un peu les choses vite, leur vision du monde, leur représentation du monde, l'image qu'ils avaient, par exemple, d'une guerre. Parce qu'en Algérie, ils vont faire la guerre, quoi, qu'on en ait dit officiellement,
c'est un sujet, mais disons, on est d'accord aujourd'hui, ils vont faire une guerre. Mais pour eux, à l'époque, il n'y avait rien d'évident. Pourquoi c'était pas évident? Parce que l'État disait que c'était pas la guerre, d'accord, mais il y a d'autres raisons. Allons voir ce que c'était une guerre pour eux. C'était quoi la guerre? C'était la Grande Guerre, en fait. La guerre de leur enfance, dans les années 30, c'est la Grande Guerre. Tous les hommes de la famille, il y en a toujours qui ont fait la Grande Guerre. Certains noms qui ne sont pas revenus, dont on parle dans la famille, dont on a la photo, dont on a le médaillon, où il y a le monument aux morts, où on va tous les 11 novembre. C'est d'abord ça, la guerre. La vraie, la grande, l'unique en réalité. Puis après, il y a la deuxième qui arrive, avec, évidemment, vous le savez bien ici, des expériences très différenciées selon l'espace où on se situe en France. Pareil pour la première d'ailleurs. Donc après, il y a la deuxième, c'est-à-dire la défaite, c'est-à-dire pour beaucoup la captivité des pères, 1 800 000 hommes prisonniers, beaucoup de pères. Le retour de captivité des pères au bout de plusieurs années, et puis l'expérience de l'occupation. Et puis pour certains, l'expérience de la résistance, pour une infime minorité de gens. Et tout ça, ça précède la guerre d'Algérie. Tout ça, ça précède plus exactement le départ en Algérie, qui n'est pas une guerre. Donc je me suis dit, il faut absolument que je comprenne ce qu'ils ont dans la tête avant de partir. Eux. Notamment, donc, leur imaginaire de la guerre. Leur imaginaire de l'Algérie. Leur imaginaire des Algériens. Leur imaginaire de plein de choses. Ce qu'ils avaient dans la tête. Et puis ce qu'avaient leurs proches aussi. Puisque vous vous rappelez, on dit que c'est pas simplement le soldat, c'est aussi ses proches. Est-ce que ses proches ont été capables de comprendre ce qu'ils vivaient là-bas? Il n'y a pas la télévision à l'époque, il y a encore moins Facebook ou tout ce que vous pouvez imaginer, il n'y a pas de truc direct, donc toutes les informations qui arrivent de France sont extrêmement filtrées. Ce qui arrive aux métropolitains, extrêmement filtrées. Donc ils dépendent beaucoup de ce que va leur dire leur proche de ce qu'ils vivent là-bas. Si le proche ne dit rien, il y a peu de chances qu'ils apprennent la vérité. Peu de chances qu'ils l'imaginent même. Donc j'avais besoin de comprendre ce que les proches et l'homme qui part avaient comme représentation du monde avant de partir, de l'Algérie, de la guerre, de l'armée, du service militaire. Parce qu'en fait, ils partent faire leur service militaire, et ça aussi, les plus jeunes lecteurs ne savent plus ce que c'est. Mais voilà, il faut rappeler ce que ça voulait dire. Un service militaire à une époque où l'objection de conscience n'existe pas en France. Donc il y a soit on fait le service militaire, soit on déserte. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives, enfin, il y en a une entre les deux, elle s'appelle l'insoumission, elle est compliquée aussi. Donc c'est pas si simple. Quand aujourd'hui on dit oh, vous pouvez dire non, non, on ne pouvait pas trop dire non en fait. Donc c'est quoi le service militaire? C'est une obligation, c'est un devoir, et c'est un devoir que les Français font, et font volontiers à cette époque. Une infime minorité de gens qui ne souhaitent pas le faire. Font volontiers. On n'est même pas 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il ne faut quand même pas oublier ça non plus. Donc on est très marqué. Les grands-pères ont fait la Première Guerre mondiale, parfois les pères. Les pères ont fait la Deuxième, parfois les grands frères. Et donc, quand ça arrive sur le tour du garçon de la famille qui a 20 ans, c'est son tour et il part, c'est tout. Donc j'avais besoin aussi de bien remettre ça en contexte. Ça voulait dire quoi partir? Ça voulait dire faire son devoir et devenir un homme. Parce que par ailleurs, ça reste un rituel initiatique fondamental socialement dans la France de cette époque. Le service militaire, pour ensuite avoir le droit de se marier. En fait, c'est évidemment pas un droit écrit, mais c'est une norme sociale. On ne pourra pas se marier si on n'a pas fait son service. Donc on a très très envie de faire son service aussi pour ça, hein, et surtout d'en revenir. Donc j'ai eu besoin de voilà, et tout le livre en fait met place très longuement tout ça, avant d'arriver à la question du retour. Et puis entre le départ et le retour, il y a l'Algérie. Il y a ceux qui y vivent. Donc là on parle de jeunes hommes de 20 ans qui n'ont pas le droit de vote, mais qui ont le droit d'aller faire un service militaire, et qui vont y passer un temps indéterminé. Parce que si on se contente de regarder les textes disent que c'est 18 mois, le service militaire à l'époque. Bon, sauf que dans la réalité, ceux qui l'ont vécu ici le savent, c'est pas 18 mois. Il y a des moments où ça a été 18 mois, il y a surtout des moments où ça a été beaucoup plus. Puisqu'au fur et à mesure des besoins de la guerre, le gouvernement a prolongé les temps sous les drapeaux. Puis il les a prolongés de manière variable en fonction du grade, notamment, en fonction des charges de famille aussi. Donc ce qui fait qu'il y a des expériences très différentes. 2 hommes qui ont pu servir dans la même unité, s'ils sont partis à 3 mois de décalage, ils n'ont pas eu la même durée sous les drapeaux, possiblement. Et c'était impossible à prévoir. Quand on partait, on ne savait pas pour combien de temps on partait. Enfin si, on croyait qu'on partait pour une certaine durée, puis finalement on ne partait pas pour cette durée-là. Donc pour les proches, imaginez comme c'était facile de se projeter. Pour les familles, en général, les petites amies notamment. Donc j'ai essayé de travailler aussi sur ce moment-là en Algérie, qui est un moment où le temps ne leur appartient plus. Le temps appartient à l'État. C'est normal, le service militaire, voilà, tout est contrôlé.
En Algérie, il n'y a pas de permission. Hein. Donc, enfin, il y a des moments de détente, hein, on peut partir quelquefois, mais on ne rentre pas en métropole, c'est trop long, trop compliqué. On rentre parfois une fois, voilà, mais c'est pas beaucoup. Hein. Donc, c'est surtout un temps en Algérie. Et donc, il y a aussi toute une partie du livre qui s'intéresse à ce qu'ils ont dit quand ils y étaient. Parce qu'en revanche, ils écrivent beaucoup. Alors, pas tous, pas tout le temps, etc. Mais ils écrivent, en tout cas. Voilà, les hommes qui partent écrivent à leurs proches. Les Français de cette époque savent tous écrire, donc ils écrivent. Quelques analphabètes, mais ils sont très rares. Et dans ces cas-là, les copains écrivent parfois. Bref, donc ils écrivent. Et surtout, ils attendent qu'on leur écrive. On leur écrit, tout va bien, en général, ça va bien, et puis on donne des nouvelles, etc. Et donc, le retour se fait après tout ça. Et j'avais besoin de montrer ça, c'est-à-dire que c'est pas simplement ils rentrent et ils racontent peu, ils racontent pas, ils n'ont pas l'air bien ou ils ont l'air heureux, peu importe, ça peut aussi très bien se passer le retour, attention. Mais ils racontent ce qu'ils veulent à leur retour, évidemment, mais ils racontent pas exactement ce qu'ils veulent parce qu'ils sont tenus par les représentations que les proches se font de la guerre. Donc, par exemple, à la guerre, normalement, on ne tue pas des civils. Voilà. Quand on est un soldat français, on ne tue pas des civils. Ça, c'est pas comme ça. À la guerre, on n'a pas de risque quand on est cuisinier, ou chauffeur, pas de risque. Sauf quand c'est une guerre d'embuscade. Donc, à être chauffeur ou cuisinier, ça fait pas une grosse différence. Donc, si vos proches ne se sont pas rendus compte qu'en étant cuisinier, vous étiez exposé, vous n'allez pas forcément le dire en fait. Si pendant 18 mois, vous leur avez écrit « T'inquiète pas ma chérie, je suis aux cuisines, je ne risque rien », c'est sûr qu'au retour, vous n'allez sans doute pas dire autre chose. Donc j'avais besoin de comprendre ce qu'ils avaient dit pendant, pour comprendre aussi ce qu'ils pouvaient dire après. La marge d'évolution, la marge de différence qu'il pouvait y avoir entre leur discours pendant et leur discours après. Sachant que les familles n'ont pas forcément conscience de cette autocensure et qu'il n'y a pas de censure à l'époque. C'est pas du tout comme une guerre, pour le coup. Il n'y a pas de contrôle postal par l'armée. Donc on peut dire ce qu'on veut en réalité. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin en gros c'est ça. Donc, il y a des hommes, il y a des correspondants sur lesquels j'ai travaillé qui le montrent, qui racontent beaucoup de choses à la proche. Beaucoup de choses. Ça m'a franchement surprise. Certains disent énormément de la vérité de la guerre. Mais ils sont très très rares. Ces hommes-là sont très très rares, pour plein de raisons sur lesquelles on pourra revenir si vous voulez. C'est vrai que dans ces cas-là, quand beaucoup de choses ont été dites, parfois on ne parle pas au retour, parce qu'on a déjà tout raconté par lettre. Parce qu'en l'occurrence, ce sont des lettres envoyées aux femmes, aux épouses, aux futures épouses. Ils ont l'impression que l'Algérie, elles ont déjà soupé. On ne va pas en plus en reparler au retour. Donc, il peut y avoir un silence, mais qui ne veut pas dire qu'on cache quelque chose, par exemple. Il peut y avoir un silence parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Donc, vous voyez, les silences, c'est plusieurs silences, en fait. J'ai écrit enquête sur un silence. En fait, non, bien sûr, c'est des silences. C'est bien sûr plein de silences différents. Et donc, ils sont adossés, les silences, aux représentations qui précède et à la manière dont on a transmis pendant. Voilà. Désolée, je suis très loin. Oui. Je pourrais utiliser celui-là. Ouais, pardon. Voilà, comme ça au moins vous avez votre micro. Oui, alors. Non, ça ne marche toujours pas. Ah, il a fallu l'allumer. Oh, non. Tu viens de l'allumer, c'est... Ah, ça y est, voilà, et ta verre est éteint, d'accord. Oui, alors, évidemment, vous êtes passé vite, ça nous intéresse beaucoup ici, en Lorraine, mais simplement dans toute la France. Sur, par exemple, quelque chose m'avait frappé quand j'ai lu, vous avez dit, mais les gens qui sont revenus de la Grande Guerre non plus n'ont pas autant parlé qu'on s'attendrait à ce qu'ils parlent. Ils n'ont pas finalement beaucoup parlé, même s'il y a une très très grande différence, vous venez de le rappeler, entre cette guerre, la Grande Guerre, même la guerre de 39-45 qui est une autre modalité, parce que c'est pas du tout la même chose que ce qui s'est passé en Algérie. En plus de ça, comme vous le dites, l'Algérie n'était pas reconnue comme étant en guerre, puisque c'était la France, l'Algérie à l'époque, hein, donc il n'y avait pas de guerre. On aurait dû dire que c'était une guerre civile, donc on ne pouvait pas le dire, donc il n'y avait pas de guerre. Donc il y a eu ce silence déjà de ses pères ou de ses grands-pères qui avaient fait la guerre et qui finalement donne le fait que, bon, on suit une espèce de ritournelle sociale qui est, voilà, on ne parle pas de la guerre. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que, après tout, si on dit à des gens, vous partez faire votre service militaire et non pas une guerre, il y a déjà un silence, là. Et le silence qui est
on ne sait pas, on ne dit pas exactement ce qu'on vit, on n'essaye pas de pas effrayer les familles, les petites amies, les mères, etc. par ce qu'on vit, même si il y a quand même des gens qui l'ont fait, mais c'est rare, comme vous le dites. En réalité, on voit bien quand même qu'il y a déjà quelque chose qui est instauré par l'État. Si on ne dit pas quelque chose, on ne peut pas demander aux autres de dire ce qui se passe, puisque de toute façon, ils sont encadrés dans... vous avez fait un service militaire, et on appelait ça pacification, et de mon temps, les militaires qui étaient dans mon village, je les voyais bien, ils étaient persuadés qu'ils étaient en train de faire une œuvre de pacification, c'était très sympa de les rencontrer, etc. Et c'était pas du tout... ils n'étaient pas en guerre, mais en réalité, la mort arrive tout de suite. Dans mon village, quand j'étais dans Kabylie, il y avait des tirs, et donc il y avait des morts, et on les voyait bien. Mon père était instituteur, et je sais très bien que le matin, quand on sortait de l'école, il y avait des corps devant l'école, et mon père était furieux que les enfants doivent regarder ces corps-là, etc. Donc il demandait qu'on les enlève tout de suite, parce qu'il ne fallait pas qu'on montre la mort. La guerre, c'est la mort. Donc si on dit que ce n'est pas une guerre, il n'y a pas de mort. Mais en réalité, la mort est là tout le temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup étonné dans ce que vous avez écrit. Oui, mais là on sent bien la différence entre la France et l'Algérie. C'est-à-dire qu'en Algérie, c'est impossible, oui. En Kabylie a fortiori, d'ignorer l'existence de la guerre. Ouais. Voilà. On peut toujours trouver des poches préservées jusqu'à une certaine date. Enfin, globalement... Et pour les Algériens en particulier, c'est impossible. Alors, il y a quand même 2 millions d'Algériens qui sont, sur 8 millions, qui sont déplacés, par exemple, du fait de la guerre. Donc, c'est impossible de l'ignorer. Beaucoup plus facile de l'ignorer en métropole. En métropole, selon les endroits. Alors, à Metz, non, puisqu'à Metz, il y a une forte communauté algérienne et qu'il y a des affrontements très très tard dans la guerre entre les messalistes et le FLN, ce qui fait qu'il y a des morts à Metz, algériens. Et donc la dimension au moins interne aux Algériens, elle est visible pour ceux qui passent dans les quartiers où les choses se passent, parce que c'est quand même très localisé spatialement, hein, ces assassinats entre Algériens, mais il y a des endroits de France où on a totalement ignoré la guerre. Jusqu'à ce que le gars du village rentre entre quatre planches. Et alors là, on n'ignore plus du tout. Mais pas tant que ça. Parce qu'il y a bien sûr des dizaines de milliers de morts à la guerre en Algérie de Français, mais c'est peu. C'est peu par rapport aux autres conflits. C'est peu par rapport aux accidents de la route à la même époque. Donc oui, mais on peut être passé à côté de la guerre. Quand on est français métropolitain, on peut être passé à côté de la guerre. C'est possible. C'est la vérité de cette expérience. Et même quand on avait un proche qui était en Algérie. Et c'est là où ça touche quelque chose de difficile à comprendre, parfois. Mais l'Algérie, c'est loin. Enfin, l'Algérie, c'est près. Mais l'Algérie, c'est loin au sens où les informations, encore une fois, il n'y a pas de journalistes. Enfin, il faut se remettre. Il n'y a pas de journalistes libres en Algérie. On ne peut pas circuler quand on est journaliste en Algérie pour faire de l'information. Par exemple, ça, c'est pas possible. C'est l'armée qui vous emmène où elle veut, l'armée française. Hein. Et il n'y a pas, du côté du FLN, de médias indépendants, autonomes, enfin, de leur côté. Encore une fois, il y en a un petit peu, mais globalement, on n'a pas d'accès à l'information. Donc il est possible de l'avoir ignoré. C'est pas les gens qui se sont aveuglés ou je sais pas quoi. Non, il est possible d'avoir vécu les années de 54 à 62 sans s'être vraiment rendu compte de ce qui se passait en Algérie. Il fallait pas lire beaucoup les journaux de gauche, notamment qui ont été critiques à certains moments de la guerre. Mais voilà, évidemment, tout le monde ne lit pas, je sais pas quel France Observateur, hein, on puisse dire. Donc voilà, donc on peut tout à fait l'avoir ignoré. À la différence donc de la Grande Guerre et à la différence de la Deuxième, ça ne se passe pas sur le territoire métropolitain, c'est la grosse différence. Et dans mon livre, je ne parle que des appelés métropolitains. J'ai fait le choix de ne pas prendre les appelés nés en Algérie, parce que ça aurait été profondément différent. Pas d'expérience de la guerre sur leur sol pour la Première Guerre, pour la Deuxième Guerre, une vraie expérience à partir de 42, mais rien à voir. Enfin, une autre expérience. Et puis une vraie difficulté par ailleurs à les identifier, puisqu'à l'époque, dans les sources de l'armée française, on ne distingue pas les gens selon leur lieu de naissance. Donc les Français d'Algérie servent au milieu des autres, enfin, sauf certains régiments. Bref. Donc cette expérience, elle est commune parce qu'elle est métropolitaine. Et donc vous disiez, les hommes se sont tués en retour de la guerre. Oui et non. Enfin,
Je crois que alors bien sûr, il y a même des choses qu'on pourrait lire au-delà de la France. On pourrait raconter d'autres histoires, d'autres conflits, d'autres soldats qui n'aiment pas raconter ce qu'ils ont vécu. Mais vous voyez, quand on le dit comme ça, on a l'impression que c'est seulement ce qu'ils ont vécu qui fait qu'ils ne racontent pas. Je continue à penser que ce n'est pas si simple que ça. Voilà. Je continue à penser, et il y a des cas de guerre, les guerres dont on a pu être fiers, on peut en être rentré, en être des héros, être salué, avoir des récits. Ça ne veut pas dire qu'on raconte le fond de sa pensée, de son expérience, mais donc ça a à voir avec le contexte social. Pour la Grande Guerre, il y a un discours patriotique français très fort, il y a un discours public très fort dans les années 20, dans les années 30. Les associations d'anciens combattants, ça a été montré par Antoine Pro, le grand historien Antoine Pro. La France de l'entre-deux-guerres, elle est imprégnée par les anciens combattants. Ils sont présents partout. Ils sont politiquement, tous les acteurs politiques sont des anciens combattants, les acteurs économiques sont des anciens combattants. Les associations sont des vecteurs politiques essentiels de la vie de la France à cette époque. Rien à voir avec la guerre d'Algérie, où le seul discours c'est circuler, il n'y a plus rien à voir. Heureusement, on s'est débarrassé du boulet, et maintenant on va regarder devant le nucléaire, je sais pas quoi, l'avenir, etc. C'est pas vraiment ça. Et puis les rapatrier, on va les intégrer, et puis voilà. Donc le discours, il n'y a pas de discours sur la guerre, il n'y a aucun discours sur la guerre dans la France des années 60. Et donc il n'y a pas de discours sur la guerre en fait pendant très longtemps. Mais c'est là où il faut faire intervenir autre chose, c'est-à-dire que l'ancien combattant, sa famille, ça forme un premier cercle de compréhension de ce qui se joue dans la transmission, mais le cercle au-delà, celui dans lequel on est tous pris, c'est la société française dans son ensemble. Et cette société, elle est marquée par les discours d'un État qui dit des choses plus ou moins univoques sur le passé, qui donne plus ou moins des cours d'histoire, ça dépend, ou qui ne dit rien. Pour ce qui concerne l'État français, c'est surtout qu'il ne dit rien pendant longtemps sur la guerre, ou peu de choses. En revanche, la société, elle bouge. La société française, elle bouge sur la question de la guerre d'Algérie. Elle évolue. Alors, les associations d'anciens combattants, par exemple, je le montre un peu dans le livre, sont assez réticentes à accueillir les anciens d'Algérie au départ. Puis après, ils vont s'ouvrir. De ce point de vue-là, de leur côté, ça évolue aussi. Quand je dis la société française évolue, c'est par exemple ce qu'on raconte à l'école évolue. Donc c'est l'État, bien sûr, mais si les choses évoluent à l'école, c'est parce qu'il y a des travaux de recherche. Il y a des travaux de recherche parce qu'il y a des archives, il y a des gens qui ont envie de travailler. Et donc à partir des années 90, quand les archives commencent à être ouvertes, vous avez dans les manuels scolaires, très très vite, à une vitesse qui moi m'a sidérée, très très vite, les connaissances de la recherche fondamentale qui passent dans l'enseignement scolaire, dans les années 90. Donc oui, on est loin après la guerre. Donc il y a beaucoup d'enfants d'appelés qui n'ont jamais eu entendu parler de la guerre d'Algérie à l'école, mais dans les années 90, deuxième moitié, c'est surtout beaucoup le cas. Et donc c'est pas un hasard si en 1999, l'État français, par un vote d'une loi d'origine parlementaire, peut voter à l'unanimité des deux chambres la reconnaissance du fait que les opérations dites de maintien en Algérie et en Afrique du Nord sont en fait la guerre d'Algérie et le combat de Tunisie et du Maroc, c'est parce qu'il y a un consensus social. Les parlementaires, il y a un consensus chez les parlementaires, mais les parlementaires sont l'émanation d'un peuple qui est consensuel sur la question. C'est un secret de Polichinelle, évidemment, en 1999. Ouais. Donc c'est pas une décision de l'État qui tombe comme ça, comme parfois on dit l'État reconnaît la guerre en 99. Non, c'est pas l'État reconnaît la guerre en 99, c'est pas tout d'un coup, il y a un homme politique éveillé qui a dit non, qui a dit au bout de 40 ans,